Oui, Bonjour. voilà, c'est nickel. bon. Bonjour, enchanté. Donc bonjour Steve, vous êtes le cofondateur et le président de Rapidle. Exactement, exactement. Alors Rapidle, c'est une solution de e-réservation qui est notamment très développée chez les artisans commerçants, particulièrement les boulangers. Je crois que vous avez 600, je regarde mes notes, 658. Voilà, Exactement. 658 boulangers affiliés et plus de 45 000 clients actifs. Exactement, exactement. Et donc le principe, vous allez nous en parler bien sûr après, le principe de cette solution, c'est de permettre aux clients, aux consommateurs de réserver en avance bien sûr leurs produits, donc d'être sûr de les trouver au moment où ils viennent les retirer et surtout d'éviter de faire la queue à midi, puisqu'on sait qu'il y a des longues files d'attente devant les boulangeries de France le midi, et donc de retirer leur solution repas en 1 minute chrono. C'est exactement ça. Je vais plus avoir grand chose à dire parce C'est que le vous avez contrat, tout dit. mais si, c'est le contrat, donc voilà. Donc effectivement une solution de e-réservation. Jean-Adrien Monlot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron de Uber Eats France. Paris. Paris, pardon. Excusez-moi, j'ai été un peu... Bon, c'est pour bientôt alors. Je vais un peu vite. Alors, donc, Uber Eats Paris. Et donc, bon, bien sûr, Uber Eats, tout le monde connaît. On voit vos affiches sur le métro en ce moment, dans le métro, dans les couloirs du métro. Et donc, Uber Eats, aujourd'hui, c'est 69 villes en France. Alors 72. 72. Voilà, il y a eu Bah écoutez, depuis qu'on s'est parlé, ça augmente. Trois nouveaux lancements Bon, alors, la semaine dernière. Lesquelles, les 3 dernières? Alors il y a eu Mantes-la-Jolie, La Roche-Guyon et une troisième qui m'échappe. Mais d'accord. Voilà, 72 villes lancées aujourd'hui sur Uber Eats. Donc 72 villes en France et 10 000 établissements, restaurants donc, exactement, ouais. qui confient leurs plats à vos livreurs. C'est ça. Pour donc aller livrer tous les Français qui sont donc dans ces 72 villes. Et vous nous aviez dit, je crois que ce sont les chiffres, 5 millions de téléchargements de l'appli Uber Eats à date. Voilà, 5 millions de téléchargements sur les 3 dernières années depuis lesquelles on est présent en France. Voilà. Et donc combien actifs à peu près sur ces 5 millions? Alors on communique malheureusement pas sur ces chiffres-là. D'accord, j'avais oublié. Pardon, merci. Et Edouard Gomez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable digital de Planète Sushi. Alors Planète Sushi, tout le monde connaît aussi, hein, c'est une des grandes chaînes de sushi, de restaurants de sushi en France. 50 établissements à date. Alors, est-ce que ça a augmenté depuis qu'on s'est parlé? C'est bon, ça n'a pas pas bougé. encore. Donc, 50 établissements, des succursales et des franchisés. Un tiers, 2 tiers. Un tiers, 2 tiers. Et puis, bien sûr, là aussi, le digital extrêmement important chez vous, puisque c'est combien de pourcentage du chiffre d'affaires qui passe par des commandes digitalisées? Forcément en croissance, et aujourd'hui on est à 30% directement sur notre site. 30% sur notre site web. directement en commande sur le site. Donc voilà, donc effectivement le digital aussi chez vous, excessivement important. Alors, première question messieurs, comment le digital réenchante la restauration? Est-ce que la restauration a besoin, c'est ce que je disais en introduction, d'être réenchantée, sachant comme on l'a vu avec Maria juste à présent, qu'il y a une croissance, dit-elle, saine du secteur de la restauration, avec une croissance du panier moyen, du ticket moyen, une croissance du nombre de visiteurs, donc tout va bien alors. Est-ce qu'il y a besoin de réenchanter? Qui veut se lancer? Alors, Edouard Gomez. Je peux commencer. Je ne sais pas si le digital réenchante vraiment la restauration. Il suit surtout la société en fait, qui est de plus en plus mobile, qui est de plus en plus digitalisée. Et aujourd'hui, pour tout simplement avoir à portée de main son restaurant favori, le digital est tout simplement la seule solution qui existe aujourd'hui. On l'a vu dans les premiers chiffres. On l'a vu dans les premiers chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure. La livraison étant en plein boom. Oui. Et c'est en ça que le digital permet de répondre à ce besoin de livraison. On a moins envie de se déplacer, mais on veut pour autant avoir une bonne expérience le soir ou à midi au bureau ou le week-end entre amis. Donc le digital va permettre de pouvoir trouver son restaurant favori, pouvoir avoir sa livraison de sushi chez soi en moins de 30 minutes avec 3 clics aujourd'hui. Voilà. Jean-Adrien, alors la pause du midi, on a vu avec Maria, même si évidemment c'est le moment phare quand même toujours de la restauration rapide, que c'était un peu concurrencé notamment par la pause petit-déj et que parfois il y avait des consommateurs qui zappaient le midi, alors il y a besoin de réenchanter encore une fois? Alors effectivement, je pense que ce qu'on a vu avec Maria, c'est qu'il y a des changements de société qui sont notamment piloté et poussé par la génération des milléniaux, donc les 18-35 ans. C'est une génération qui va être en recherche de choses nouvelles, d'instantanéité, de variété, d'expérience, et donc effectivement de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de la routine. Et en cela, je pense que la digitale, et parmi le digital, la livraison à domicile participe à ce désir de réenchantement et à ce désir de nouveauté que peut avoir cette génération. D'accord, ok.
Steve? Alors moi, Même je vais avoir question. un point de vue un peu différent, puisque nous, on est vraiment Sortez du cadre. sur la thématique du click and collect. Et le digital, en fait, réenchante la restauration en ce sens qu'elle amène un service, c'est-à-dire que les consommateurs sont de plus en plus impatients. C'est une réalité sociétale. On a 30% des consommateurs aujourd'hui qui désertent les files d'attente. Dès qu'on voit une file d'attente, notre premier réflexe, c'est de chercher autour de soi si on peut trouver un autre commerce ouvert. Et donc, en fait, le click and collect permet ça, en tout cas, de répondre à une évolution, comme vous disiez, du mode de consommation et la manière dont on se comporte. On est ultra connecté, on est de plus en plus fainéant, donc on veut être livré et profiter du moment qui nous est alloué, et on veut aller de plus en plus vite. Alors Oui. on s'en offusque, on est tous à se dire mais quel monde de dingue, mais en même temps on est tous acteurs de ce monde. D'accord. Alors, on va partir du principe qu'il faut réenchanter la restauration, même si bon, elle se porte pas si mal que ça, on l'a vu. Hein. Donc perpétuer au moins ce réenchantement, on va dire. Alors, quels sont les points aujourd'hui, les points clés sur lesquels il faut agir? Alors, vous nous avez parlé de l'urgence, de tas de choses comme ça, de volonté de profiter de sa pause au maximum. Donc, mais quels sont les points clés sur lesquels il faudrait agir aujourd'hui et sur lesquels le digital a une prise, bien évidemment, pour perpétuer ce réenchantement de la restauration? Sur quoi est-ce qu'il faut agir en particulier? Alors, vous l'avez les parcours d'achat, c'est déjà peut-être le point numéro 1. Alors, vous avez commencé à en parler, alors peut-être vous pouvez poursuivre. Alors, Steve. en effet, nous, ce qu'on fait dans les magasins et dans les boutiques et dans les restaurants qu'on équipe, alors nous, on est très boulangerie, hein, puisque sur les 700 commerces que nous avons, c'est 97% de boulangeries qui font essentiellement du snacking et qui ont une problématique entre midi et 14h, c'est qu'elles réalisent 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, elles ne peuvent pas se louper. Donc, à un moment donné, c'est permettre aux consommateurs de rapidement, sur l'application, commander, payer et pouvoir retirer sans attendre dans un commerce. Et le fait de faire ça, en fait, on fluidifie les files d'attente, on fluidifie l'expérience client, en tout cas on améliore l'expérience client, et on améliore aussi le travail des collaborateurs qui, sur des périodes très courtes, sont sur des périodes très anxiogènes, et donc du coup, on facilite, en fait, c'est une expérience gagnant-gagnant, client-consommateur. Ils peuvent prendre un peu d'avance, vous voulez dire? Exactement, et Préparer ils en prennent d'ailleurs, ils en prennent, et avec le même nombre de personnel, ils sont capables de faire plus de chiffre d'affaires, donc ça c'est pas mal aussi. Et quand vous dites le retrait rapide, etc., c'est-à-dire le contrat de confiance, si j'ose dire, Alors, excusez-moi, le contrat de confiance, je pique une idée. le contrat de confiance, mais en fait, dans le parcours d'achat, ce qu'il faut bien comprendre, C'est c'est combien qu'il de prend du temps? temps. C'est combien de Alors, temps? ce qui prend du temps à un restaurateur, c'est pas trop le fait de préparer la commande. Ça, c'est un expert, il sait faire vite et l'organiser. C'est le temps que prend le consommateur à choisir, commander, payer. Et ça, si on est capable de le transférer, comme on le fait avec la livraison ou avec le click and collect, ben, on gagne en fait tout simplement du temps, de l'énergie et donc de l'argent au final. Et juste en deux mots, comment sont organisés donc les commerçants affiliés pour que très simple. justement ça se passe de On leur met une manière imprimante, claire on pour leur tout met le une monde? imprimante à disposition. Quand le consommateur choisit, commande, paye, un double ticket sort, ordre de préparation. J'ai 20 minutes pour préparer et j'ai une zone de retrait qui est dédiée. Alors là-dessus, on n'a rien inventé. McDonald's ont été les premiers à le faire et plus personne ne conteste aujourd'hui la réussite d'un groupe comme McDonald's. Mais donc, on met une zone de retrait rapide pour ne pas rentrer dans la file d'attente. Ça, c'est important. Zone de retrait rapide, ça signifie? C'est une zone où je En viens temps. en temps, à peu près 12 secondes de retrait. Ah oui, Contre une minute, à peu près 50 en magasin. d'accord. Jean-Adrien, même question. Alors, ces parcours d'achat, c'est peut-être le point numéro 1 sur lequel le digital a prise. Comment ça se passe chez vous, chez Uber Eats? Alors effectivement, un des premiers points, je pense, que les millennials et que la société va rechercher, c'est l'instantanéité. Et ça fait suite à, je pense, un manque de temps que les gens ressentent. Les gens passent plus de temps au travail, les gens passent plus de temps dans les transports. Et donc effectivement, ils vont rechercher des gains de temps sur les autres activités, y compris le fait de manger, de déjeuner, de dîner, etc. Le pick-up, le click and collect dont on parlait à l'instant est une première option. La livraison en est un deuxième. La livraison à domicile en est un deuxième. Et pour nous, l'enjeu en termes de parcours client, ça va être, et je pense que c'est là-dessus qu'Uber Eats a réussi à se démarquer, notamment dans un marché qui était assez concurrentiel, c'est d'avoir une expérience qui soit extrêmement fluide, avec très peu d'étapes de la commande à la livraison. Aujourd'hui, une commande Uber Eats, c'est 3 clics seulement entre le moment où vous ouvrez l'application et le moment où vous passez la commande. Et après, moins de 25 minutes jusqu'à la livraison. Ça, c'est l'engagement. Alors, c'est effectivement, c'est plus qu'un engagement. C'est ce qu'on voit sur nos 72 villes sur lesquelles on opère. Dans Paris Centre, on parle même de presque 20 minutes de temps de livraison. Et donc, effectivement, c'est une rapidité qui permet de vraiment répondre à ce besoin d'instantanéité que les gens vont avoir aujourd'hui. Et vous dites entre 20 et 25 minutes, on va dire. Ça, c'est aujourd'hui, à date. Quand vous avez lancé Uber Eats, c'était en mars 2016, je crois. En mars 2016, exactement. C'est bientôt nos 3 ans. Combien de temps? Alors, C'était la même chose? Ça n'a pas évolué ou ça a bougé? Alors, à l'époque, on offrait une livraison en à peu près 30 à 35 minutes, ce qui était déjà relativement un progrès par rapport à l'état du marché où on
parlait plutôt de livraison en 45 minutes à l'époque. Donc on avait déjà réussi à effectivement amener le marché à une étape d'après. Et puis au cours des 3 dernières années qui ont suivi et jusqu'à maintenant, on s'est efforcé de travailler sur pas mal d'initiatives, notamment exploiter un maximum les données qu'on avait reçues sur les 3 dernières années pour apporter une expérience toujours plus rapide aux clients en livraison. Et sur quoi est-ce que vous avez pu jouer justement pour faire baisser d'environ 10 minutes donc le temps de livraison? C'est sur quoi? Quels éléments concrets? Ouais, alors par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est utiliser les données qu'on a pour essayer d'anticiper au maximum le temps de préparation qu'un restaurant va mettre à préparer la commande. Et ça, c'est un temps de préparation qui va varier tout au long de la journée, en fonction du type de plat, en fonction du restaurant, en fonction de l'affluence, en fonction de l'heure. Et nous, avec toutes les données qu'on a, on réussit à avoir une estimation extrêmement précise du moment où la commande sera prête et donc pourra être prise en charge par un coursier. Pour qu'éviter que le coursier donc attende. Exactement, ouais, c'est ça. Perdre du temps finalement. C'est ça, exactement. C'est l'idée. Donc voilà. C'est du big data. C'est exactement ça. Dans le coup. Du big data, de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'améliorer cette expérience client au final. D'accord, ok. Édouard Gomez, même question. Alors, le digital, sur les parcours d'achat, qu'est-ce qui permet de faire chez Planète Sushi? Alors, je vais peut-être un petit peu me répéter aussi, hein, mais c'est vrai qu'avec la data, déjà, et c'est l'élément clé du digital aujourd'hui, c'est vraiment la data, on va pouvoir optimiser, c'est sûr, la préparation en cuisine, on est entièrement d'accord. Et pour donner l'exemple de Planète Sushi, on a des box à partager à 4 ou 5, donc avec beaucoup de produits. Et des commandes où on a juste 6 sushis ou juste une soupe miso, je veux que ça. Et ben, du coup, on va faire en sorte d'optimiser les cuisines grâce à la data et sortir le premier ticket qui arrivait peut-être plus tard en premier pour optimiser. Tout ça, c'est la data qui nous permet de faire ça. Ensuite, oui, il faut aller vite. On est le soir, on est en centre-ville, donc on a une population qui est de moins en moins, de plus en plus pressée. Donc on travaille énormément sur le parcours, sur l'UX de notre site mobile et de notre application, qui va être repensé là entièrement pour faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur la plus claire et la plus simple possible. On a aujourd'hui, nous, 180 produits sur notre carte. D'accord. Alors, je vois la carte, c'est beaucoup trop déjà. Donc, on va peut-être commencer par vous couper rationalisez un peu. Mais aussi, il faut pouvoir lui proposer le bon produit qu'il souhaite par rapport à son parcours, par rapport à ses habitudes alimentaires. Et ça aussi, c'est la data qui va nous permettre ça. Donc on va pouvoir de faire des réagencer ligne, notre carte ça, en fonction, on va avoir des suggestions en fonction de ses expériences passées. On va pouvoir repasser une commande qu'on a passée il y a 3 semaines ou il y a 4 semaines, là aussi en 2 clics. Tout donc est déjà préenregistré. Un historique. Ouais. Exactement. Et ensuite, on a vu aussi dans la partie boisson ou dessert, vraiment pour add-on, pour améliorer notre panier moyen. Là aussi, grâce à la data et grâce au digital, on va pouvoir, alors ça c'est plus une partie marketing, mais on va pouvoir placer des bons messages au bon moment. Vous n'avez pas de boisson dans votre panier, n'hésitez pas à en prendre une. Ça va nous permettre, nous, entrepreneurs, d'avoir des résultats meilleurs grâce au digital. Et même chose, ce que disait Maria tout à l'heure, on constate que quand les commandes passent en digital, eh bien, on a 20% d'augmentation du panier moyen par rapport à du physique direct. Vous constatez aussi on est vraiment on est à 20% de panier moyen en plus versus la restauration sur place. Et les raisons, c'est ce que disait Maria, c'est le consommateur a une meilleure vision de l'ensemble du catalogue et du coup il peut passer des commandes d'un article qu'il aurait oublié de commander, il a plus le temps de... C'est ça? Ce sont les mêmes il prend peut-être un peu plus de temps sur son panier pour se faire vraiment plaisir aussi. C'est le restaurant qui vient à moi, je ne fais pas l'effort de me déplacer, mais je vais peut-être faire l'effort d'avoir une meilleure expérience. Oui, je pense qu'en ce sens-là, il dépense un petit peu plus à domicile. Alors, l'autre aspect peut-être sur lequel il y a quelque chose qui se joue évidemment entre le client et l'établissement et le restaurant, c'est la question qu'on soulève beaucoup de la confiance, de la transparence. Est-ce que là aussi le digital permet de faire des choses nouvelles, d'aller plus loin dans ce rapport que ce qu'on fait simplement dans le physique? Est-ce qu'il y a des choses chez vous? Est-ce que c'est un axe sur lequel vous travaillez? Oui, forcément. On est dans un produit, déjà par la restauration, on a un marché à risque sanitaire, déjà. Le sushi encore plus, on a du poisson cru, donc forcément il faut être extrêmement, extrêmement quali. Et c'est ce aussi pourquoi nos clients choisissent une chaîne, peut-être en comparaison au restaurant japonais du bout de la rue, c'est aussi pour la partie hygiène et qualité, dont on sait qu'on a des contrôles extrêmement poussés pour se prévenir de tout risque.
Donc déjà, c'est cette partie-là que nos clients viennent chercher chez nous. Et c'est à nous, grâce au digital, d'apporter un maximum d'informations sur la provenance des produits. Et c'est comment est-ce qu'on apporte des infos grâce au digital? Déjà, on a sur des fiches produits, sur n'importe quel produit. On a ce qui est plus difficile à faire en physique. Ce qui est beaucoup plus ça difficile. serait de la PLV, ce serait des sinon leaflets. vous avez une carte extrêmement longue. D'accord. Normalement, on peut le faire, mais vous n'avez pas toute la provenance, tout le nombre de calories, tous les allergènes extrêmement clairs sur une seule et même carte sur votre table en restant sur place. Il faut aller demander souvent au comptoir tous les allergènes. C'est un peu plus compliqué, tandis que chez soi, on va pouvoir faire sur notre site mobile et sur notre appli un filtre. Voilà, je suis allergique au soja, hop, je filtre. Voici tous les produits qui n'en contiennent pas. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ça va déjà permettre d'apporter une solution à notre client. Ensuite, et excusez-moi, ces fiches techniques, vous avez des analyses de stats, vous voyez qu'elles sont vraiment consultées ou finalement les gens se disent là, vous avez des stats là-dessus ? Je les ai pas, mais j'ai pas les chiffres en tête. Mais c'est déjà un service, c'est une information que vous donnez. Ça mange pas de pain. Quand c'est bien amené dans l'application et que ça ne permet pas de ralentir le parcours client de celui qui ne veut pas forcément cette information, mais qu'elle soit facilement accessible pour celle qui la veut, c'est forcément tout bonus pour le client. Toujours bonus. Ouais. Jean-Adrien, même question sur ce rapport, la confiance. Comment on peut la travailler et l'enrichir grâce au digital? Alors, moi, il y a une notion que j'ai en tête sur la transparence, c'est aujourd'hui les applications, que ce soit Uber Eats ou les autres acteurs du secteur, permettent de suivre la commande tout au long des différentes étapes. Il y a quelques années, on se souvient, on passait commande au téléphone ou sur un site, et puis après, c'était un petit peu une boîte noire jusqu'à ce qu'un coursier vous appelle, entre 45 et 60 minutes plus tard, et vous prévienne qu'il était devant la porte. Aujourd'hui, les applications, elles vous permettent un suivi étape par étape, donc l'acceptation du commande par le restaurant, la préparation, la prise en charge par un coursier, et puis après le suivi GPS du coursier pour savoir exactement où il se situe et savoir exactement quand est-ce qu'il sera devant votre porte, et donc d'optimiser encore votre temps, l'expérience de collecte auprès du coursier, etc. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a une transparence qui permet là aussi au client de mieux maîtriser le suivi de sa commande et donc d'avoir plus de visibilité sur ce qui se passe. Et vous avez là aussi, même question que pour Edouard, des stats sur les clients qui consultent ces différentes étapes, ou est-ce qu'ils se disent, le livreur est parti, ok, et puis ils attendent, ou bien vraiment vous les voyez suivre pas à pas ce qui se passe? Vous avez des stats là-dessus? Alors on regarde effectivement, je pense de la même façon, avec extrêmement d'attention, les étapes du parcours client. Qu'est-ce que fait le client, quel menu il ouvre, qu'est-ce qu'il met dans son panier, à quel moment est-ce qu'il sort du canal du processus d'achat pour identifier les freins. Le suivi de la commande, ça fait partie des choses effectivement sur lesquelles à la fois Uber Eats mais également Uber ont créé leur base client. Le suivi de la petite voiture sur Uber, c'était quand même une image assez marquante il y a quelques années. Et donc sur Uber Eats, ça fait partie des choses qui sont extrêmement utilisées, effectivement. Oui. Très utilisées. Ok. Steve, alors nous, le sujet est un peu différent puisque c'est de l'artisanat et des boulangers sont des gens qui fabriquent à façon. Donc c'est vrai que c'est très compliqué d'obtenir l'information, même si l'application permet à un moment donné d'y mettre les composants allergéniques, qui est une obligation d'information d'ailleurs, qu'on leur demande de faire. Après, ils sont eux responsables de ce qu'ils affichent ou pas. Mais ils pourraient aussi mettre des indicateurs sur en effet les ingrédients. On va dire que 80% des artisans aujourd'hui ne le font pas, sauf sur les allergènes, parce qu'il y a un vrai challenge là-dessus du côté du consommateur. Maintenant, sur la traçabilité des produits et autres, ils ne le font pas parce qu'ils partent du principe qu'étant artisans, ils font de la qualité et du bon. Donc en fait, ils ont une relation un peu différente avec leurs consommateurs qu'ils connaissent a priori tous les jours. Oui. Donc c'est un peu différent, mais c'est lié aussi au fait que le produit... C'est un produit artisanal et leur demander vraiment la composition du produit, je pense que même si la loi le leur imposait vraiment, ce qui est un peu le cas, ils auraient des difficultés techniques à le faire. Et alors, on est sur ce rapport de confiance. Est-ce qu'on pourrait envisager, ou alors est-ce que c'est inenvisageable, utopique de se dire, on peut installer des caméras qui filment, par exemple, l'artisan en train de faire ses sandwichs, ses salades, parce que voilà, il fait du boulot propre, il fait du respect du produit, effectivement des normes d'hygiène, etc. Ils le font déjà, en fait. Est-ce qu'on pourrait le diffuser en direct, finalement, sur Internet? Ils le font et ils sont très friands de ça. C'est des choses qui se font? Bien sûr, aujourd'hui, ils utilisent des réseaux sociaux. Alors, pas tous, on a des générations qui sont en train de bouger. Un boulanger, c'est 47 ans de moyenne d'âge. Avant, c'était beaucoup plus. Mais ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Ils sont très acteurs sur leur compte Facebook pour essayer de montrer ce qu'ils font et l'âme et le cœur qu'ils ont à l'ouvrage pour faire de la qualité. Alors, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Tous les boulangers ne font pas de la qualité. On
est tous témoins de ça. Mais en tout cas, il y a cette dimension-là de qualité de produit, de cœur à l'ouvrage, de j'essaie de faire bien les choses. Donc la relation de confiance, en fait, elle existe déjà. Et ils sont très acteurs. Ils mettent, en ce moment, il y a beaucoup de boulangers qui mettent des écrans de télé en menu board pour montrer que le matin, ils pétrissent le pain chez eux, que c'est pas de l'industriel, qu'ils font ça. Oui, c'est un enjeu. C'est diffusé sur les réseaux sociaux. Bien sûr, parce que le fait maison, c'est un enjeu. Les gens veulent manger du sain, du bon et du local. Donc en fait, ils savent que le créneau, il est à prendre. D'accord. Et chez vous, sur les 650... Vous avez 200 commerçants qui sont équipés d'écrans de télé pour montrer, en fait... Un tiers. Ouais, et puis nous, quand on leur propose de les filmer, mais il n'y a pas de problème, venez, on va montrer ce qu'on fait, ce qu'on est, comment ça fonctionne. Oui, il y a un vrai enjeu. Et là, évidemment, c'est le digital qui permet ça. Carrément. Jean-Adrien, même chose, même question. Est-ce que il y a cette possibilité de filmer des choses et d'avoir cette relation en direct qui peut-être peut donner davantage confiance? C'est quelque chose dont vous êtes témoin ou sur lequel vous allez investir? Alors effectivement, nous il y a un vrai enjeu étant donné que la relation avec le commerçant et le restaurant est un petit peu plus distante. Il y a un vrai enjeu à arriver quand même à donner de la visibilité aux clients sur ce qui se passe. Aujourd'hui dans les applications, ça passe essentiellement par les photos qu'on prend. On essaye de documenter un maximum les plats, de vraiment donner de la visibilité aux clients sur ce qu'il commande et ce qu'il va avoir dans son assiette. Et c'est principalement ça le levier qu'on va utiliser aujourd'hui sur les applications digitales, en effet. Et c'est pas un piège, les photos, parce que est-ce que c'est pas trompeur? Est-ce qu'on les clients disent oui, ils nous ont fait une super photo sur Internet, mais attends, le plat au final, il n'est pas du tout comme. Est-ce que c'est pas dangereux? Comment est-ce que vous gérez ça vis-à-vis des commerçants, alors en fait, on a des principes de photos qui sont extrêmement clairs et qui autorisent certains embellissements. Certaines mises en scène. Voilà, une certaine mise en scène pour les besoins de la photo, mais toujours en utilisant exactement le produit qui sera livré. Donc voilà, c'est sur la base de ces principes qu'on va s'assurer d'une certaine exactitude et d'une certaine représentativité des photos par rapport à ce que le client va avoir dans son assiette à la livraison. D'accord. Edouard, même question Planet Sushi alors? Nous, alors c'est complètement dans l'air du temps chez Planet Sushi. C'est prévu d'être intégré dans le nouveau concept qui arrive là fin avril pour le premier restaurant qui va être transformé en tout cas dans notre restaurant de Puteaux, où on va apporter un peu plus d'écran à l'intérieur de la salle et notamment une vue directement sur les cuisines, entre autres. Donc là aussi, des écrans installés dans le restaurant. Voilà, pour apporter un peu de transparence, pour apporter un petit peu aussi d'expertise. C'est aussi pour ça qu'on choisit une chaîne connue. C'est aussi pour l'expertise qu'il y a derrière. Et pour pouvoir travailler nos sushimen qui préparent des recettes que vous n'allez pas pouvoir voir, encore une fois, dans d'autres restaurants japonais. Donc là aussi, c'est apporter un petit peu d'humain, de métier, d'expertise à l'intérieur du restaurant. Là où du coup, comme la livraison prend de plus en plus de poids, on a peut-être moins ce rapport avec l'humain et avec l'expertise. Ce n'est que, entre guillemets, un livreur qui nous amène un sac et on n'a pas l'expérience derrière. On l'a évidemment avec le plat, mais on n'a pas la relation et l'expertise avec le personnel. Chose qu'on va pouvoir essayer d'amener dans ce nouveau concept-là grâce à ces écrans avec vue cuisine. Oui, surtout que le sushi, la découpe, etc., il y a toute une technique. Il y a un art derrière, il y a une technique, on peut dire ça. Tout à fait. Donc, dommage de s'en priver. Exactement. Et comme nos produits sont faits évidemment à la commande, on n'anticipe pas. Là, on va pouvoir techniquement peut-être se dire, c'est peut-être ma commande qu'il est en train de faire que je vois là en ce moment. Et ça pourrait être diffusé aussi sur le net parce que là, vous dites c'est des écrans qui vont diffuser en live dans le restaurant. C'est envisageable. C'est envisageable. Là, faut voir si on le met sur notre appli. Ça risque d'être très très lourd. Là, c'est plus une partie technique où mettre du live en instantané sur une appli en fonction des réseaux plus compliqués. On peut complètement imaginer ça. Et il y a combien de clients de Planet Sushi qui passent physiquement dans le restaurant et finalement qui vont pouvoir voir ces écrans et voir ces films passer en direct? Entre la vente emportée du coup et les restaurants sur place, on est à peu près à 20% de notre clientèle. Donc 20%, on est à peu près à 400 000 personnes à l'année. Ah oui, donc c'est pas neutre. Voilà, donc c'est pas neutre. Ça porté avec le nouveau concept qui est vraiment tout autour de la naturalité. Je vous invite à le découvrir au Salon de la franchise. Il y en a un exemple exposé en ce moment même. Ça va apporter un petit peu plus d'expertise et de transparence. On n'en avait pas forcément besoin, mais en même temps, l'idée c'est au plus on peut faire, au moins au plus nos clients vont être intéressés par avoir ces infos-là. Jean-Adrien, je crois que vous avez une opération aussi, alors pour ceux qui regardent Top Chef, dont je fais partie, vous avez une opération avec Top Chef justement qui va un peu dans
dans cette idée du live. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, effectivement, et qui va complètement dans cette notion de réenchanter et d'apporter des expériences un petit peu nouvelles et qui sortent de l'ordinaire aux clients. Donc ce qui se passe cette année, c'est que Uber Eats est partenaire de la saison 10 de Top Chef. Et durant trois soirs, ce que l'on fait, c'est qu'on va livrer sur Paris en direct les plats qui sont préparés au même moment dans l'émission par un des chefs, donc Baptiste Renoir. Et donc ça permet aux clients, ça permet aux personnes qui regardent l'émission Top Chef à la fois de voir le candidat qui prépare le plat et en parallèle, puisque vous savez que c'est une émission qui est enregistrée à l'avance, et à la fois en parallèle de pouvoir commander en exclusivité sur Uber Eats le même plat qu'il voit en train d'être préparé à la télé. Et donc comment ça se passe concrètement? C'est le chef, il se trouve où physiquement, dans quel restaurant pour préparer les plats en direct? Alors en fait, on a une cuisine qui est dans le centre de Paris, donc on a avec le chef, une brigade qui est formée, et pendant 3 soirs, donc le mercredi, le jeudi et le vendredi, la préparation d'entre 500 et 1000 plats. Il y a 500 à 1000 commandes, c'est ça? Oui, exactement, par les émission. Deux premières soirées qui se sont passées, c'est ce que vous avez Exactement, sur les 2 constaté. premières soirées, ce qu'on a constaté, la dernière soirée étant pour l'émission du 8 mai. D'accord. Donc entre 500 et 1000 plats commandés en direct. Donc Exactement. Ça fonctionne. C'est Exactement. quelque chose qui plaît. Oui, ça plaît énormément. C'est une émission qui a ses aficionados et c'est vraiment une expérience qui est nouvelle et qui apporte une dimension supplémentaire à l'émission, c'est sûr. D'accord. Et donc ce réenchantement, oui, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, effectivement, les artisans, oui, donc qui n'hésitent pas à diffuser. Ils n'hésitent pas, sur les tout réseaux. ce qui est matière à communiquer. D'ailleurs, on le voit dans la presse et à la télé, dès qu'ils peuvent dire qu'ils sont sur l'artisanat, sur le respect du travail bien fait, etc. Ils n'hésitent pas à communiquer. C'est le principe même de l'artisanat, c'est de communiquer sur le savoir-faire. Et alors, dernière question, est-ce que grâce au digital, on peut aussi aller dans le sens, c'est quelque chose qui est aussi très demandé, de la personnalisation et donc de la co-création? Est-ce que ça peut permettre une interaction plus forte entre le restaurateur et le consommateur qui peut lui dire, écoute, moi, la pizza, je l'aime bien, mais je sais pas, j'aime pas trop les olives noires, est-ce que tu peux me les enlever de ça? Est-ce qu'on peut aller plus facilement dans cette direction ou est-ce que c'est encore une fois un peu de l'utopie? Alors, techniquement, il n'y a aucun problème pour le faire. On peut imaginer que dans le parcours, on puisse choisir un sandwich un peu à la Subway si on voulait le faire. C'est pas un problème. Par contre, dans l'expérience qu'on a, nous, pour l'avoir fait pour certains boulangers, ça ralentit le flux. Alors, ça complexifie la production parce qu'il va falloir assembler différents ingrédients et donc ça ralentit la production à des moments où justement on a besoin de temps. Donc, on ne va pas élargir la gamme. Et la deuxième chose, c'est que ça peut, à un moment donné, ralentir le parcours d'achat au sens que je vais cliquer sur plusieurs options pour pouvoir faire mon panier. Donc, nous, les expériences qu'on a ne sont pas très, très heureuses. On est plutôt sur un raccourcissement, un petit peu comme disait monsieur tout à l'heure, de la gamme pour donner moins de choix et pour diriger un peu le client vers ce qu'on est capable de produire en un instant très court. Oui. Donc, moi, je suis assez nuancé. Les expériences qu'on a eues ne sont pas super extraordinaires. D'accord, ok. Oui. Jean-Adrien, même question? Oui, bien sûr. Alors, vous travaillez avec des restaurateurs très variés, donc... Oui, tout à fait. Un de nos enjeux, effectivement, c'est d'offrir le choix le plus large possible, donc avec ces 10 000 restaurants, 40 types de cuisine. Et cette question de la personnalisation, c'est effectivement intéressant. Il y a une première chose, je pense, dont on a un petit peu parlé, qui est la recommandation au client du plat qu'il lui faut. Donc, à savoir pousser au bon moment le bon plat. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de Netflix, que je pense beaucoup de monde connaît ici, donc une plateforme de vidéos à la demande, et qui a notamment un algorithme de recommandation qui est extrêmement puissant. En fait, quand vous connectez sur Netflix avec votre historique, il va tout de suite vous proposer une dizaine de possibilités. Et à titre personnel de client, je suis toujours bluffé par la pertinence de ces recommandations et le fait que c'est toujours des choses qui m'intéressent et que je vais apprécier. Et de la même façon, je pense, dans notre application, on essaye d'avoir cette même approche, à savoir pousser au client, en fonction de son historique, le bon restaurant, le bon plat, et toujours en ayant à la fois une option de effectivement recommander quelque chose qu'il a déjà apprécié, mais également essayer de le pousser à découvrir des nouveautés, soit des types de cuisine qui sont liés à ceux qu'il a déjà commandés, soit des restaurants qui sont du même type de cuisine qu'il a l'habitude de commander, etc. Donc effectivement, cette notion de donner au maximum le choix au client et surtout de l'aiguiller dans ce choix, parce que c'est une chose de lui afficher 1000 restaurants, mais c'est autre chose de lui identifier une shortlist de 10 restaurants pertinents. C'est un de nos enjeux principaux, effectivement. Et juste petite question, ces recos, elles sont totalement neutres? C'est vraiment de l'algorithme qui bosse, qui calcule, ou est-ce que c'est, on va dire, publicitaire, il peut y avoir de l'achat de recommandations, entre guillemets, par
un restaurant qui s'inscrit chez vous? Alors aujourd'hui, ce dont je parlais, c'est vraiment basé uniquement sur les préférences du client, complètement neutre du panier moyen, etc. Qu'il peut y avoir, et donc des économies qu'il peut y avoir derrière. D'accord. Édouard, même question. Alors, à peu près pareil. La personnalisation, c'est dans l'air du temps et ça pourrait être une super option, mais le vrai premier frein, c'est la complexité opérationnelle en cuisine. Nos chefs et nos préparateurs sont formés à faire X produits, aujourd'hui 180. C'est déjà beaucoup. Si vous leur rajoutez des dizaines de milliers de combinaisons, ça ralentit déjà l'expérience sur le site ou sur l'appli pour le client, ça ralentit le flux en cuisine, et du coup il va y avoir l'impact que surtout nous on ne veut absolument pas, c'est ralentir le temps de livraison. Et du coup à la fin le client il a peut-être un produit personnalisé, mais il risque d'avoir une mauvaise expérience parce qu'il a attendu son produit un petit peu trop. Donc là c'est plus de jouer sur une carte pas trop courte, justement, un peu plus courte que ce qu'on a aujourd'hui, mais pas trop courte non plus, pour qu'il ait suffisamment de choix, et travailler effectivement, comme a dit Jean-Adrien, sur la recommandation par rapport à ses habitudes et comment se passer. Ok. Alors, dernière question, messieurs, après on prendra les questions de la salle. Est-ce que ce digital, il a le même effet, la même prise sur toutes les catégories de la population, ou est-ce qu'il y a des catégories de la population sur lesquelles ça marche mieux que d'autres, en fait? Alors bon, sans entrer dans des caricatures, est-ce qu'on va dire les millennials, etc. Peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien, allez-y. Alors nous on est 65 voire 70% 25-45. D'accord, 25-45 ans. Voilà, et avec un poids largement supérieur de cette tranche d'âge là versus nos restaurants sur place. Donc oui, aujourd'hui cette génération là est beaucoup plus, même déjà jusqu'à 45 ans, au-dessus elle est beaucoup moins digitalisée, et même si aujourd'hui les 18-25 ans chez nous représentent un panier moyen beaucoup plus faible, et ils ont moins moins de d'argent, pouvoir d'achat, forcément, ça travaille pas forcément encore. Ouais. Donc un sushi qui est déjà un plat un peu plus cher que peut être un burger ou une pizza par exemple, en fonction de ce qu'on prend. C'est pas forcément cette génération-là qui aujourd'hui va dépenser beaucoup. Néanmoins, ils sont présents, de plus en plus présents sur nos sites web et sur notre appli. D'accord, ok. Jean-Adrien, même question. Oui, alors c'est sûr que cette transformation digitale, elle est initiée par cette génération, donc 20-45, 18-35, on l'a défini un petit peu comme on veut. Après, ce qu'on voit, et ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que ce changement, il essaime un petit peu sur notre génération également. Donc voilà, on commence à en parler à ses parents, on commence à en parler à ses amis qui ont déjà des enfants, etc. Et ce qu'on a vu progressivement sur les dernières années, c'est que les cibles des familles ou les cibles des 35+, ce sont des segments de clients qui s'y mettent progressivement. Et ça va de pair avec la digitalisation, l'équipement mobile, etc., qui progresse. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est devenu sponsor de l'émission Top Chef. C'est justement une émission qui parle à tout le monde, qui parle à l'ensemble des classes d'âge, à l'ensemble des segments, et qui nous permet à nous, Uber Eats, de toucher effectivement des cibles qui sortent un petit peu de notre cœur de cible 18-35, et de montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire, notamment à ces familles sur lesquelles en fait, les besoins en termes de rapidité et de simplicité sont également extrêmement pertinents. Donc voilà, c'est des changements qui sont effectivement pilotés par cette génération 18-35, mais qui progressivement essaiment sur l'ensemble des autres segments. Ok. Je rejoins complètement ce que disent Édouard et Jean-Adrien, exactement. Alors nous, la particularité, c'est boulangerie, c'est plus traditionnel, donc le snacking, c'est plus vieux, mais on est quand même sur du 18-35 à 60%, donc c'est quand même ça qu'on attire dans les boulangeries snacking. Après, là où on va avoir une différence, c'est pour de la consommation qui peut y aller à la pâtisserie le week-end, où là, on est sur des phénomènes, des personnes plus âgées, on va être sur du 45-60 ans. Notre doyen à 82 ans, il commande tous ses week-ends la ficelle apéro, mais c'est une exception. En fait, voilà, ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y en a un sur 45 000, mais on est quand même à peu près tous d'accord sur la tranche d'âge. Parce que Rapidoll, c'est une solution, on l'a dit, beaucoup pour les solutions repas, évidemment, du midi. C'est là où il y a la plus forte tension. Mais on peut commander aussi, comme vous disiez, un gâteau, une pâtisserie qu'on vient chercher le dimanche dans le réseau. matin. En fait, Rapidoll a un positionnement commerce de proximité. Acheter local, je commande en un clic chez mon boucher, mon charcutier, mon boulanger. Donc on a une population qui est aussi large que la population française, mais on est quand même tiré, en effet, par 18-35 ans. Ça, c'est une évidence. Ok, super. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette analyse et ces ressorts du digital. On peut les applaudir. Et voilà, et maintenant c'est la séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas. Les hôtesses qui sont là vont prendre les micros et vous les faire passer.
tout a été... on est allé dans tous les ressorts, on a tous les recoins des relations entre l'alimentaire et le digital dans la restauration. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses. Oui. Madame. Bonjour, Isabelle Berge. C'est une question pour Steve Broutin. Je ne connaissais pas Rapidol et je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez que votre proposition pourrait intéresser d'autres commerces de proximité? Je pense aux boucheries. On sur le fait lequel déjà. Il y a un énorme problème de... On le fait déjà en fait. On a commencé par la boulangerie parce que le snacking, c'est là où globalement le marché est en explosion, hein, et c'est là où on va le plus souvent. On a aujourd'hui une vingtaine de bouchers, on équipe aussi des traiteurs, on équipe aussi des cavistes, des fromagers. En fait, notre ambition, notre vision, c'est manger local chez votre commerce de proximité. C'est un peu ça l'idée. Hein. Et en retirant dans le magasin. D'accord? Pour l'instant, c'est ça le concept. On n'est pas encore allé sur la livraison. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être en partenariat avec Uber Eats. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, on est vraiment resté dans le magasin et dans je commande en ligne et je retire. On équipe aussi des fleuristes. On a fait une opération sur la Saint-Valentin. Donc tout le monde du retail qui, à un moment donné, a envie de proposer cette solution de je commande en ligne et je retire rapidement au magasin est concerné. Et qu'est-ce que ça coûte aux commerçants, votre affiliation? Alors s'il est bien organisé, ça ne lui coûte rien, ça doit lui ramener de l'argent, sinon c'est mal fait. C'est environ 99 € par mois, donc vous divisez par nombre de jours ouvrés, vous voyez votre rentabilité, vous la calculez. En boulangerie, on l'estime à une formule par jour. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune boulangerie qui ne la rentabilise pas, mais voilà, c'est le calcul qu'on fait. Mais normalement, ça ramène de l'argent. Le but, c'est ça. Et il faut savoir que le deuxième effet, pour rejoindre ce que disaient Edouard et Jean-Adrien, c'est que derrière, on a de la data. On collecte le nom, prénom, adresse email et mobile du client. Donc derrière, le boulanger reprend la main sur sa communication et va pouvoir faire des opérations avec ses clients. Ce que font très très bien les grands opérateurs et les grandes chaînes de restaurants qu'on voit ici. Hein, donc on redonne le pouvoir de la communication à l'artisan commerçant. Voilà, là encore, là, c'est de l'utilisation du digital à 100%. Super, merci. D'autres questions pour nos intervenants? Et puis en fait, effectivement, l'intérêt de Rapidol, c'est que ça permet aussi de garantir, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aux consommateurs qu'il aura ses produits, parce qu'effectivement, on peut non seulement faire la queue, mais arriver et on dit, ah ben non, le sandwich poulet, il n'y en a plus. Poulet curry, comme le garantit la livraison, ils vous garantissent que vous serez livré dans un certain délai, on garantit quand vous viendrez, votre produit sera à disposition. C'est pas neutre, absolument. Autre question pour l'un de nos intervenants. Oui, monsieur. Bonjour, Maximilien Kernbaum. J'avais une question concernant Rapidol et Uber Eats ensemble, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des passerelles possibles à un moment ou à un autre dans votre belle histoire? Ah, voilà. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Déjà, Steve, vous l'avez Alors, suggéré il y a 2 minutes. On l'a envisagé, puisque Uber Eats est fortement présent, donc on les voit beaucoup, hein, on voit beaucoup leur vélo. Donc, les commerçants que nous avons se posent bien évidemment la question sur l'évolution du mode de consommation. Ils se disent, bon, si un restaurateur est capable de le faire, pourquoi moi, boulanger snacker, je ne le ferai pas? Après, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est le modèle économique. Nous, on est dans un modèle où on vend notre solution et la rentabilité revient à. Uber Eats, c'est dans un modèle de service avec, je crois, un commissionnement. Alors après, c'est des discussions d'autres sphères. Pourquoi pas sur le modèle, puisqu'il y a une attente du marché. Maintenant, c'est le modèle économique qui est peut-être un peu différent, mais qui peut se rejoindre à un moment. Je ne sais pas. Alors Jean-Adrien, je vous vois vous saisir du micro, donc allez-y. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a des convergences qui sont assez fortes. Aujourd'hui, je pense que les différences essentielles, c'est on a la livraison d'un côté, le click and collect de l'autre. Et puis également, nous, on se concentre sur la restauration, alors que Rapidol s'adresse également à d'autres types de commerces. C'est des choses qu'on expérimente, nous, également. On a des pilotes qui sont lancés en Amérique latine, en Australie, pour justement essayer d'adresser d'autres besoins que la restauration. Donc on ouvre également notre plateforme à d'autres types d'acteurs, à des épiceries, des choses comme ça. On expérimente également le click and collect. On a plusieurs villes qui sont lancées en test où le client, donc, dans l'application Uber Eats, ne va pas se faire livrer, mais va décider lui-même d'aller chercher sa commande pour bénéficier d'une économie sur les frais de livraison, évidemment. Donc effectivement, il y a des convergences possibles sur les modèles qui sont aujourd'hui de notre côté uniquement à l'état de test et de pilote dans différents marchés. On est évidemment une société qui doit toujours innover, qui doit toujours essayer de nouvelles choses et voilà, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qu'on abandonne, des choses qu'on déploie partout. Donc on verra ce qu'il en est, mais aujourd'hui effectivement il y a probablement des convergences qui se feront un jour. D'accord, ça fait partie des réflexions. Et un peu plus même, parce qu'il y a des tests apparemment. Ok. Une autre... Madame? Attendez, voilà. Oui, bonjour. Vous parliez de transparence, de besoin d'instantanéité que le digital en fait améliore.
dans le parcours client, l'expérience utilisateur, comment vous utilisez le digital pour la fidélisation en fait? Alors, Vous voulez répondre? Édouard, peut-être? La fidélisation. Un enjeu clé. Notre principale base de clients sont aujourd'hui des clients fidèles. Donc justement, on essaie de leur apporter via une appli. Aujourd'hui, on découvre une marque via un site mobile, on télécharge une application parce qu'on est fidèle de cette marque. Donc c'est aujourd'hui leur apporter un outil pour lui faciliter la vie. Il veut retrouver au maximum toute son expérience qu'il a eue avec la marque. Donc il faut qu'il ait tout de suite ses anciennes commandes, sa carte bleue qui est aujourd'hui enregistrée, son adresse de livraison qui est déjà enregistrée pour faciliter sa commande. Et ensuite la fidélisation, ça va lui permettre de lui apporter aussi via un programme de fidélité qu'on a à I Love Sushi, des récompenses, des avantages, des avant-premières, des ventes privées. Voilà en gros ce qui permet le digital. Et grâce justement, c'est toujours ce même mot-clé, la data. La data nous permet de fidéliser au maximum. C'est assez simple, entre guillemets, de fidéliser. Une fois qu'une personne a accepté de rentrer dans un programme de fidélité, tout est automatisable. Bien sûr. Grâce notamment à la data et la technologie. Et c'est le digital qui permet ça. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on ne pouvait pas aller aussi loin. Et aujourd'hui, vous savez, il y a très peu d'efforts humains qui sont faits pour mettre en place ou faire nourrir un programme de fidélité. Tout est instantanéité et donc c'est le digital qui permet ça. Donc en ligne, il y a des espaces clients, il y a un espace client, Il y a un j'imagine. espace client, on a enregistré ces données. On a tout et on a tout ce qu'il faut. Et vous avez combien de pourcents de vos clients, puisque vous me disiez tout à l'heure, il y a 1 million de clients, je crois, Planète Sushi par an. On est entre 30 et 40% de nos clients web qui sont inscrits dans notre programme de fidélité. D'accord, ok. Ouais. Voilà, qu'on essaie de nourrir de plus en plus pour faire en sorte sûr. que ce programme croît encore plus. D'accord, ça répond à votre demande. Voilà, une dernière question peut-être. Et puis après, on fera une petite pause de 5 minutes avant d'enchaîner donc avec les pitchs de start-up. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question pour nos intervenants? Madame. Bonjour. J'avais une question sur quelle est votre position par rapport au développement des box du type Kitok ou les commis, Vide Mon Marché. On voit que ça devient de plus en plus tendance, donc on sait que les consommateurs cherchent à cuisiner maintenant aussi chez eux et d'avoir quelque chose de tout prêt directement. Enfin, j'imagine que voilà, ça joue aussi sur vos résultats. Quelle est pour vous la tendance globale par rapport à ce concurrent? Oui, un peu de cuisine d'assemblage. Alors nous, on a essayé avec nos chers artisans. Le problème, c'est le problème de la confiance du consommateur sur la fraîcheur du produit dans la box, en fait. Et les expériences qu'on a eues au travers de distributeurs automatiques, si c'est bien ça dont on parle, ou de disponibilité de produits, ça n'a pas vraiment pris, en tout cas pour l'instant, pour nous en tout cas, puisqu'on avait imaginé, vous commandez en ligne votre repas du soir, et votre repas vous attend dans une box à 22h parce que vous rentrez tard. Et ça n'a pas bien pris, et ça a posé aussi des problèmes opérationnels aussi pour nos clients artisans. Donc on a eu 3 expériences malheureuses, donc on n'a pas continué. Comme notre credo, c'est quand même le digital, le click and collect, et je fais venir le consommateur chez le commerçant, on n'est pas allé plus loin. Oui, madame parlait, je crois, des solutions repas où on peut commander, on a tous les ingrédients de la semaine qu'on reçoit avec les recettes, et il n'y a plus qu'à si j'ose dire, assembler à la maison. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine du tout. Oui. Je pense qu'effectivement, ce sont des solutions qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur la livraison, c'est que les clients qui utilisent la livraison commandent entre 1 et 2 fois par semaine. Et donc, il y a une vraie question pour les opérateurs de comment est-ce qu'on fait pour passer de 1 à 2 à 3, 4, 5 et jusqu'à plus. Aujourd'hui, il y a plusieurs freins majeurs à l'augmentation de la fréquence. Je pense que le premier, c'est le prix. On est quand même sur des... Voilà, la livraison reste un canal qui est assez cher. Les prix sont, les restaurants ont des prix parfois un petit peu plus élevés. Il y a les frais de livraison à prendre en charge en plus, etc. Donc le prix reste le premier frein. Le deuxième, je pense que c'est le type de nourriture. Aujourd'hui, effectivement, même si on essaie d'avoir une variété la plus large possible, les enseignes qui fonctionnent le mieux sont quand même des enseignes de type fast-food.
Et donc, ce qui est bien avec ces box dont vous parlez, c'est qu'elles répondent justement à ces deux problématiques, avec à la fois une variété dans les produits, des choses qui sont perçues de façon assez saine par les clients, et également avec des prix qui sont assez modérés, puisque vous avez cet effet de massification sur la semaine. Donc effectivement, je pense que c'est des produits qui sont assez intéressants à suivre. Nous, on y accorde beaucoup d'attention, on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché. Voilà, pour le moment où on en est. Vous pourriez livrer Kitok, par exemple. Ça peut se faire. Ça peut être des possibilités, effectivement, à l'avenir. Ouais. D'accord. Et Edouard, même chose. Alors, est-ce que des sushis qu'on finirait à la maison, on aurait les ingrédients tout prêts dans des box, et puis on pourrait terminer ça à la maison? D'abord, est-ce que c'est faisable et est-ce que ça a un sens tout court? Non, la fraîcheur du produit fait que de l'autre côté, c'est absolument impossible. Ces solutions-là répondent à une clientèle qui, elle, veut tout simplement continuer à cuisiner, qui n'a pas forcément d'idée de recette, ou ne pas prendre du temps. C'est aussi la cuisine, c'est aussi ça, c'est aussi qu'est-ce que je vais faire. Outre le temps de préparation, c'est du temps de recherche de recettes. Et Kitok vous permet, si je prends cet exemple-là, de tout simplement d'évacuer ça. Et c'est une population du coup qui veut prendre encore du temps de cuisiner, là où par définition quand on veut de la livraison ou même du Uber Eats, c'est que je veux absolument pas prendre ce temps de cuisine, et je veux tout simplement via un choix le plus clair possible manger tout de suite en fait. Voilà. Donc là on est vraiment sur des clients complètement opposés pour nous. Super. Bon, messieurs, Edouard, Jean-Adrien, Steve, merci beaucoup, merci encore une fois. Et puis voilà, vous allez passer juste à côté dans le cabinet expert et pour des questions avec les intervenants. Merci beaucoup. Alors on prend une petite pause de 3-4 minutes et on se retrouve donc ici même pour ensuite 1 heure de pitch de start-up, donc qui vont vous montrer comment elles interprètent cette relation, l'alimentaire et le digital. C'est où je veux, quand je veux, comme je veux. Donc le digital doit permettre cette relation. Et donc vous aurez donc 12 startups qui vont venir pitcher et tenter de vous convaincre pendant 5 minutes chacune. Donc retour ici dans 3-4 minutes. Merci.